l'Ifrécormier Communauté, le Val-d'Ille-Aubigné il m'en manque, et le pays de Châteaugiron, pardon. Donc vous voyez les sujets sur lesquels on intervient. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les énergies renouvelables, en sachant que lors des précédents webinaires, nous avions évoqué la sobriété et lors du second webinaire, la question de la rénovation énergétique. Vous retrouverez dans la présentation qui sera mise à disposition des participants la raison d'être de l'ALEC et nos valeurs, que je ne vais pas forcément détailler ici. Vous pourrez les regarder tranquillement dans un second temps. Comme je l'évoquais tout à l'heure, notre territoire d'intervention, c'est le pays de Rennes. Et nous travaillons donc avec les 77 communes, notamment de ce territoire. Le programme du jour, on va revenir rapidement sur les enjeux du sujet du jour, à savoir les énergies renouvelables. Ensuite, on aura alors aujourd'hui un retour d'expérience, celui de la commune de Passé, avec Christophe Delahaye, le directeur des services techniques, qui nous a rejoint d'ailleurs et qui a notamment travaillé sur la réalisation d'un réseau de chaleur au bois qui est en cours de réalisation. Entre autres, il y a d'autres sujets en termes d'énergie renouvelable qui sont traités par cette commune et également des questions de sobriété énergétique d'ailleurs. Et enfin, dans un troisième temps, l'idée est de proposer un certain nombre de mesures concrètes qui peuvent être directement intégrées à des programmes électoraux dans le cadre de ces élections. Donc les enjeux de façon relativement rapide. Un des enjeux principaux de mise en œuvre des énergies renouvelables, c'est bien sûr l'enjeu environnemental. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce sujet, mais on est sur un réchauffement climatique constaté. Alors, il faut bien faire une différence entre climat et météo, puisque ces derniers jours, il a fait très froid. Il s'agissait là de météo, mais globalement, le climat, lui, se réchauffe avec des perspectives qui sont plus ou moins alarmantes selon les scénarios que l'on choisit. Mais en tout état de cause, on a un réchauffement constaté et donc il faut travailler bien sûr sur la sobriété et également sur la mise en œuvre d'énergies renouvelables qui permettent moins d'émissions de carbone. Sur la question proprement parlée des énergies renouvelables, de quoi on parle? Donc là, vous avez un petit panorama de où on en est, on va dire, au niveau national. Vous retrouvez un graphique qui a été réalisé par le SDES, qui est un service de statistique publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, où on retrouve la part des différentes énergies renouvelables dans les différentes productions d'énergie renouvelable par rapport à la consommation d'énergie au niveau national. Globalement, c'est le chiffre que vous retrouvez sur la droite, on est à peu près à 16% de la consommation d'énergie couverte par des énergies renouvelables en 2024. Et donc, dans la répartition, on retrouve le bois énergie, qui est la part la plus importante, avec près de 30%, ce qui s'explique notamment par l'utilisation de chauffage au bois domestique. On a l'hydraulique pour à peu près 18%, les pompes à chaleur, à peu près 13%, l'éolien 11%, les biocarburants à hauteur de 10%, le biogaz, issu des méthanisations notamment, pour 6%, le solaire photovoltaïque, qui représente un petit peu moins de 6%, les déchets renouvelables et enfin les autres sources d'énergie renouvelables. Donc ça donne un panorama, on a une évolution constante de développement des énergies renouvelables sur le territoire et un zoom maintenant à l'échelle régionale. En Bretagne, on couvre à peu près 22% de la consommation d'énergie par des énergies renouvelables sur le territoire. Et de la même façon, c'est le bois qui est la source d'énergie renouvelable majoritaire. Donc là, vous n'avez pas sur ce graphe que la production des énergies renouvelables, mais toutes les productions d'énergie sur la Bretagne. Encore une fois, c'est le bois qui se retrouve en majorité, avec notamment le bois domestique qui pèse près de 30% de la production d'énergie renouvelable en Bretagne. Dans le cadre de ce webinaire, on va se concentrer notamment sur la partie photovoltaïque et la partie chauffage au bois. Alors, pas forcément domestique, même si peut-être tu en parleras un petit peu, Elisabeth. Euh,
mais notamment par rapport au retour d'expérience qui sera proposé par la commune de Passé. Dans les enjeux, on a aussi bien sûr les objectifs locaux qui sont définis par les différents territoires à travers les PCAET, donc les plans climat, air, énergie, territoire. Donc chaque territoire du pays de Rennes est doté d'un PCAET et c'est fixer des objectifs en termes à la fois de réduction de consommation d'énergie, de réduction des émissions de CO2 et de développement des énergies renouvelables. Donc les objectifs sont variables selon les territoires. On va de plus 25 à plus 45% entre 2010 et 2030, selon les territoires. Pour finir sur les enjeux, une présentation rapide d'un dispositif qui est proposé alors, à tous les publics sauf les particuliers. C'est le dispositif Fonds Chaleur qui permet de financer la mise en œuvre d'énergies renouvelables thermiques. Donc là, on parle des énergies renouvelables thermiques, c'est ce que vous voyez sur le bas de la diapo, c'est-à-dire tout ce qui concerne le chauffage au bois, que ce soit des plaquettes ou du granulé, la mise en œuvre de réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables, la géothermie, le solaire thermique et la récupération de chaleur fatale, qui peut notamment concerner les entreprises. Dans le cadre de ce dispositif, on peut donc bénéficier de financement pour la mise en œuvre de ces systèmes, mais pas uniquement sur la mise en œuvre. On est finalement accompagné de A à Z sur ce projet. C'est ce que vous retrouvez en bas de la diapo à droite, de la phase étude à la phase exploitation, donc à l'ALEC. Donc c'est nous qui animons ce programme sur le territoire du pays de Rennes. On accompagne les porteurs de projets depuis la phase étude jusqu'à la phase exploitation. Et sur cette phase étude préalable, on peut réaliser des notes d'opportunité. Donc, une note d'opportunité, c'est une première approche économique et technique d'un projet pour un porteur de projet qui est complètement financé dans le cadre du dispositif. Donc, c'est gratuit pour le porteur de projet. Et je le redis, c'est important, les bénéficiaires du dispositif, ça peut être des collectivités, bien sûr, mais des entreprises et des acteurs de l'habitat, des promoteurs, des bailleurs. Donc, je ne sais pas si on a une majorité de collectivités aujourd'hui. Vous pouvez en bénéficier, mais vous pouvez aussi faire connaître le dispositif aux acteurs qui sont sur votre commune. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On a des aides financières par rapport à la réalisation des études et des aides financières par rapport aux investissements, donc qui sont variables selon les systèmes que l'on met en place dans le cadre de son projet. Vous retrouverez dans la suite de la présentation les coordonnées notamment des personnes que vous pouvez joindre pour avoir davantage d'informations sur ce dispositif. Ça me paraissait aussi important aujourd'hui qu'on évoque l'autoconsommation collective photovoltaïque, qui est un sujet en plein développement sur notamment notre territoire, mais pas que. Et du coup, pour le présenter de façon synthétique, je vous propose une vidéo. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Une vidéo d'Enedis, donc le distributeur d'électricité, qui est plutôt bien faite, qui dure 2 minutes. Euh, En termes de synthèse, c'est assez intéressant. Donc, je lance la vidéo. Ça fonctionne? Je sais pas s'il y a du son, Olivier, mais on n'entend pas en tout cas. Ah, mince, il n'y a pas de son. Mince, je crois que c'est sous-titré. On va la passer comme ça parce que je ne sais pas comment intégrer le son.
Voilà, donc désolé pour le son du coup. J'espère que vous avez pu suivre quand même complètement cette vidéo. Donc voilà, l'idée c'était d'évoquer ce sujet-là. Alors en 1 heure, vous imaginez bien qu'on ne peut pas évoquer tous les sujets liés aux énergies renouvelables. Pour autant, l'autoconsommation collective, comme je disais en introduction, est en plein développement. On a beaucoup de projets qui se mettent en place sur nos territoires. Et il y a effectivement beaucoup d'enjeux, à la fois environnementaux, mais économiques également à la mise en œuvre de ce type d'installation. Et on pourra bien sûr prendre des questions si nécessaire. J'y reviendrai aussi tout à l'heure sur le volet citoyen. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant à la présentation du retour d'expérience de la commune de Passé. Et donc, c'est Christophe Delahaye qui est avec nous, normalement, qui va nous présenter l'exemple de la commune qui est en cours de réalisation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Christophe, est-ce que tu es par là? Oui, bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien pour Super. ma part. Euh, l'expérience de passé, c'est la réalisation d'un réseau de chaleur sur un site du centre-ville, le secteur de la Métairie. Pour en revenir, alors pour en revenir à l'origine, puisque c'est un petit peu la commande, comment on arrive à avoir, c'est pas évident d'arriver à faire un réseau de chaleur. Il faut quand même de l'opiniâtreté, de la volonté politique exacerbée, principalement une grosse volonté politique. Il faut aussi un contexte, le contexte du réchauffement climatique met en alerte, mais il suffit pas. Le contexte de ce réseau de chaleur, c'est aussi le Covid, c'est aussi l'augmentation significative des énergies et une prise de conscience de l'ensemble des personnes, alors je vais dire jusqu'à la population et jusqu'à des usagers des services de proximité, de la nécessité d'utiliser autre chose que des énergies carbonées, enfin, et, de, et plus respectueux de l'environnement. Et puis, il faut de l'ingénierie. Alors ça, il faut de l'ingénierie, il faut quand même des compétences internes que nous, on n'avait pas spécifiquement surpassé. Ce dossier, il est suivi par moi-même et je ne suis pas spécialiste de l'énergie. Par contre, on a su se faire associer des bonnes personnes, je crois, pour aboutir. Donc, tout d'abord, l'ALEC, et Olivier en a parlé tout à l'heure, par le biais de la prestation, de la En chaleur. réalisation Ah oui, des des études. notes d'opportunité. Ouais, des études d'opportunité. Donc, on est parti de ça. Alors, le contexte passéen, c'est qu'on a deux groupes de bâtiments. On a un complexe sportif et la mairie. Et on a fait 2 notes d'opportunité sur les deux secteurs. Avec Florian Calcagno, on s'est posé la question de savoir si c'était opportun. Donc, ces deux grappes de bâtiments avec une densité quand même très intéressante. On a fait une première note d'opportunité sur le complexe sportif Chasseboeuf et on s'est rendu compte que comme c'était des équipements sportifs, la consommation n'était pas suffisamment importante pour faire un réseau de chaleur. Il fallait aller chercher d'autres prospects. Donc, les autres prospects, c'était tout d'abord les collèges, et un collège privé, un collège géré par le département, et qui sont positionnés, pas de façon significative, mais positionnés quand même. Et du coup, à partir du moment où on avait d'autres prospects, la compétence est devenue métropolitaine et on a transmis le projet à Rennes Métropole sur lequel ils ont travaillé. Et du coup, le deuxième secteur, le secteur de la métairie, on avait repéré 5 bâtiments consommateurs, puisqu'on s'est appuyé aussi sur les bilans énergétiques réalisés par l'ALEC, qui mettaient en évidence que l'école Guy Gérard, que vous voyez en 1 sur le slide, était le bâtiment le plus consommateur en gaz. Et donc l'école Guy Gérard avec un comptage qui associait aussi la salle de sport Beaubec qui est en 2.
Donc, et immigrable de bâtiments consommateurs, tous sauf un, sauf deux, alimentés avec des chaudières gaz. Donc, on est allé à la deuxième phase. L'opportunité a mis en évidence une pertinence, une grosse pertinence. On a rencontré, c'est là qu'on a, donc on avait une commande des élus initiale, mais on s'est mis en mode projet. On a mis en place un groupe de réflexion sur lequel on a validé la réalisation d'une étude de faisabilité accompagnée par une assistance maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est la slide suivante, Olivier. On va aller plus loin, il n'y a pas beaucoup de slides. Mais, donc, l'étude de faisabilité, elle a permis à la fois de valider le fait que la densité des bâtiments rendait pertinent le projet et permettait de penser qu'on pouvait avoir aussi des subventions, notamment le fonds chaleur. On a donc pu confirmer l'équilibre économique du projet et on a beaucoup travaillé sur le positionnement parce que la singularité, c'est que de la position de la chaufferie, c'est qu'on est dans un environnement assez dense en service et notamment une école, le groupe scolaire Guy Gérard. Et du coup, on l'a positionné, je crois, à 5 endroits différents pendant 3 à 4 mois et avec un gros travail d'élus pour la décision finale avec des enjeux différents entre la conseillère déléguée à l'énergie, l'adjointe à l'enfance jeunesse, l'adjoint aux travaux, le maire, hein, des points de vue qui différaient mais qui étaient tout aussi intéressants parce qu'ils construisaient de façon itérative le positionnement de la chaufferie qui était le gros enjeu. Et en parallèle, on a fait des diagnostics thermiques et on avait fléché donc 4 bâtiments, la médiathèque, le groupe scolaire Guy Gérard, salle de sport Beauvais et mairie, avec une volonté de mettre en place quand même un programme pluriannuel pour faire de la rénovation de ces bâtiments. Donc, on a engagé les opérations en phase de conception à la suite de l'étude de faisabilité. On a recruté un maître d'œuvre dans le cadre d'un marché public classique. On a engagé aussi les travaux de la médiathèque, qui sont des travaux énergétiques, et les travaux de l'école élémentaire du groupe scolaire Guy Gérard. On a fait un diagnostic complet avec préconisation salle Beauvais, salle de sport Beauvais, et on travaille sur un diagnostic et une réflexion sur les occupations de la mairie. Donc, on a engagé l'opération du réseau de chaleur avec une puissance de chaufferie de 220 kW. Je vous ai mis les détails pour une production de 641 MWh par an. On est sur deux productions de chaufferies. On a une chaufferie gaz et une chaufferie bois. Donc une chaufferie bois pour les grosses consommations et je crois qu'on n'est pas loin des 90% de production en chaufferie bois. La chaufferie gaz, elle était pour je sais plus, Les pointes, peut-être les ouais. périodes où la chaufferie bois ne peut pas couvrir quand il fait vraiment très froid. Ou alors en début de période de chauffe, quand la chaufferie Ok, bois n'est pas pertinente à mettre en service. Donc, les opérations rénovation école Guy Gérard, c'est une perspective de 70% d'économie d'énergie et la médiathèque aussi autour de 70%. Donc, ok. le reste des opérations sont programmées et seront réalisées dans les années à venir en fonction des décisions qui seront prises après les élections. Ok. Donc il y a bien eu une démarche de sobriété aussi en parallèle de la mise en place de ce réseau de chaleur au bois.
Tout à fait, c'est une question, Olivier. Oui, dès le début, comme c'est des vieux bâtiments, globalement, la volonté politique était aussi de limiter, enfin d'améliorer les performances de chaque bâtiment. Donc, Ok. ça ne peut pas se faire. La logique aurait voulu peut-être qu'on commence par ça et qu'on fasse le réseau de chaleur après. C'est pas comme ça dans la vraie vie, en fait, hein. Hmm. Tout le monde le sait que ça fonctionne. Il y a une stratégie et puis il y a des opportunités. La stratégie permet de se projeter dans un temps moyen, voire long, et les opportunités de faire au fil du temps des opérations. Donc voilà. La Ok. stratégie, c'est de rendre pratiquement autonome énergétiquement ce secteur. Ok. Et les opportunités, c'était lié à la priorisation des travaux. Ok. J'ai On a j'ai pas, deux, ouais, on a j'ai pas deux le fil de questions. discussion. Ouais. Bah, je vais relayer les questions. Alors, on en a une première. Enfin, je vais commencer par la seconde. La question, c'est vous avez parlé d'une participation de Rennes Métropole au projet. À quel niveau technique? Je me permets peut-être de répondre. Donc, dans ce que Christophe nous a présenté, effectivement, on avait un premier réseau qui regroupait des bâtiments communaux et d'autres bâtiments, donc notamment un collège. Et à partir du moment où on n'a pas que des bâtiments communaux, on appelle ça vraiment un réseau de chaleur. Et du coup, on a de la vente d'énergie. Et du coup, dans ce cas-là, c'est une compétence métropolitaine pour ce qui concerne Rennes Métropole. Donc, du coup, c'est Rennes Métropole qui prend la main sur le projet. Donc, ils ont étudié ce réseau. Bon, a priori, il n'est pas suffisamment pertinent. En tous les cas, il ne va pas voir le jour tout de suite. Et le deuxième cas, donc, du coup, c'est le réseau qui va être réalisé, qui concerne le secteur de la métairie, où là, on a exclusivement du patrimoine communal. Donc, c'est ce qu'on appelle un réseau technique. Et donc là, la main reste à la commune et à la mairie. Autre question, Christophe, au niveau de la gouvernance, je comprends que plusieurs élus ont participé à un groupe de réflexion. Y a-t-il eu d'autres participants à la réflexion? Des Alors, habitants, des enseignants? alors du coup, pas vraiment. La réflexion a été la réflexion est restée centralisée au niveau des élus. Il y a eu de la communication et de la formation auprès des directeurs d'école et des habitants via les enseignants, hein, et via les moyens de communication des enseignants. Mais il n'y a pas eu de démarche plus participative que de la communication. Ok. On a une autre question. Est-ce que c'est l'ALEC qui a fait les diags des bâtiments rénovés? Alors, il me semble que Florian a fait des diags préalables sur les deux bâtiments rénovés et après, on les a complétés de diagnostic. Mais Florian va Ouais, confirmer. ouais, tout à fait, ouais. On a sur la médiathèque et sur, le groupe scolaire, Guy Gérard, on a fait des pré-diagnostics énergétiques, donc qui sont finalement les études qui sont préalables, aux diagnostics qui sont réalisés par des bureaux d'études. Donc on avait déjà, identifié certaines faiblesses sur ces bâtiments qui ont pu être confirmées après par les diagnostics des bureaux d'études. Donc Euh, ça, c'est important à préciser. C'est vrai que à l'ALEC, on fait le travail en amont, on va dire, c'est-à-dire que on parlait des notes d'opportunité pour le dispositif Fonds Chaleur. Donc c'est une approche technique et financière, mais bien sûr ensuite, il y a toujours l'intervention de bureaux d'études qui viennent pour ce qui concerne le Fonds Chaleur réaliser des études de faisabilité et pour ce qui concerne le bâtiment, qui viennent réaliser des audits, qui vont proposer un certain nombre de scénarios de travaux. ouais, Ce néanmoins, qui- l'accompagnement de l'ALEC ne s'arrête pas là parce que Florian, dans le cadre du fonds chaleur, nous accompagne toujours, toujours sur ce projet, hein. Oui, oui, ce que j'évoquais dans la présentation, c'est vrai que nous, on est présent du début à la fin, hein, depuis la note d'opportunité jusqu'à l'exploitation. Il y a une question sur le type de travaux réalisés, Christophe, Oui, dans les bâtiments. le type de travaux. Alors, Dans le- ok, sur Guy Gérard, c'est de la vétusté due à 90% de l'énergie, donc isolation du vide sanitaire, des murs, remplacement des menuiseries, remplacement de la couverture et renforcement de l'isolation, surtout en 3D, sur tous les parois.
Gros travail sur Donc, l'enveloppe, quoi. ouais, Guy, et la médiathèque, c'est exactement la même chose, euh, sauf qu'on a fait une extension de 400 mètres carrés. Ok. On a, pour rester sur cette question des prédiag, est-ce que les prédiag sont financés ou est-ce à charge des communes? Alors, là, on est vraiment sur du diagnostic énergétique, hein. Moi, je considère qu'on est sur l'étude de Fesa ou du diagnostic énergétique. Ça peut être financé. Oui, ça a été financé. Même la mission de maîtrise d'œuvre, elle est financée dans le cadre du Fonds Chaleur, hein. Florian, est-ce que Euh, tu veux compléter sur la partie fonds chaleur et même Alors, audit énergétique? je ne sais pas ce qui est entendu par prédiag. J'ai évoqué ce Ouais, terme-là, prédiagnostic énergétique. Ça a été réalisé dans le cadre du Conseil en énergie partagée. ouais. Donc la commune conventionne avec l'ALEC pour bénéficier d'un nombre de jours d'accompagnement qui lui permet notamment de bénéficier de certaines missions qui sont proposées dans un catalogue qu'on propose dans le cadre du Conseil en énergie partagée. Donc là, voilà, c'est des jours de missions qui sont dédiés à la commune et elle choisit, là en l'occurrence, de les utiliser pour faire ses prédiagnostics. Donc en soi, elle paye ses prédiagnostics, donc il n'y a pas de financement par-dessus. Par contre, sur les on études peut complémentaires, considérer, juste en complément, puisque peut-être, ouais. la commune adhère au service conseil en énergie partagée, pour aller au bout, chacun des EPCI participe au financement de l'adhésion des communes au CEP, donc bon, voilà, à hauteur de 40 ou 50% selon les EPCI. Donc quelque part, il y a un cofinancement, on va dire, sur C'est un cette choix, partie. c'est un choix, pour moi, c'est un choix de la commune d'affecter des heures de conseiller en énergie partagée sur ces opérations ou d'autres. Sur les pré-diag, hein, parce qu'après, on a les diag, Voilà. et les diag, on a été capter des subventions. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit sur les diagnostics, on peut avoir des financements, et sur l'étude de faisabilité aussi, hein, le projet avait été aidé, enfin l'étude a été aidée à hauteur de 70. On a des aides, voilà, sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage et bien sûr Mm. là sur le financement des travaux de la mise en place du réseau de chaleur. Donc ça, dans le cadre du dispositif fonds chaleur. Olivier, je vais revenir sur une question. La puissance de la Oui, chaufferie calculée pour les oui. besoins des bâtiments avant ou après, car les besoins vont nettement diminuer après rénovation. Alors, c'est une question totalement pertinente, hein, et qui revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, en effet, l'idéal, ça aurait été de rénover tous les bâtiments et de faire la chaufferie, la dimensionner de façon aux besoins énergétiques futurs. C'est pas, enfin bon, peut-être que c'est un abus de langage, mais c'est pas ça la vraie vie. En fait, on imagine ça, on peut se projeter là-dessus, mais néanmoins, il y a des bâtiments qui ont différents niveaux de vétusté et du coup qui nous obligent à réaliser des travaux avant les autres. Et en fait, il faut croiser toutes les données occupationnelles, réglementaires, vétusté énergétique et économique. Et à partir de ce moment-là, on fait des choix. Et là, la pertinence du projet, ça a été de faire la chaufferie en parallèle de rénover deux bâtiments et en effet les dimensionner pour la puissance, pour le besoin de puissance en 2026 qui sera, alors on imagine que sur le prochain mandat, rapidement, on va rénover la salle Beaubec, qui est aussi consommatrice, et la mairie. Et du coup, évidemment, elle sera peut-être un peu surdimensionnée. Et dans les études, on avait pris ça en compte pour le calcul des deux chaudières, en fait, la chaudière bois et la chaudière gaz. Et peut-être qu'à un moment, bah, le besoin de chaudière gaz il sera diminué et le besoin de bois, la chaudière, elle sera peut-être un peu trop puissante, mais pas sûr. Mais on ne peut pas aussi s'empêcher de penser qu'à un moment, il y a peut-être un bâtiment et c'est une hypothèse de démolir une partie de l'école Guy Gérard et de reconstruire à côté. Et la reconstruction, quand on fera la reconstruction, bah, on se posera la question de faire soit du passif, soit quelque chose de connecté avec des dimensionnements qui seront différents de l'existant. Donc en effet, la chaufferie, on Mm. la dimensionne à un moment donné en fonction du besoin qui sera Qui peut-être pas évoluera. pertinent dans Ouais, 5 ans, quoi. ok. Merci.
laisser quand même un petit peu de temps à ma collègue Elisabeth, parce que je vois le temps qui passe. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit zoom sur la partie financière là, qui apparaît sur la diapo, Voilà. et en même temps peut-être sur comment ça se passe les travaux, parce que c'est en cours. Voilà, donc là, on a fini le gros œuvre. On va mettre les couvertures de silo pour pouvoir installer la chaufferie. Les sous-stations sont en cours de réalisation et tous les canalisations ont été passées cet été. On va livrer en mars et avec une mise en chauffe complète que à la période de chauffe 2026, c'est-à-dire novembre 2026. Donc on va y aller progressivement. Pour ceux qui veulent l'observer sur sa première année de mise en chauffe, ça sera plutôt en fin d'année 2026. Ok. Et sur Euh, l'aspect financier? voilà, donc on est un peu autour de 1 million travaux, euros hors taxe travaux, 1,80 million. On a obtenu 80% de subventions. Donc faux chaleur, DETR et contrat de territoire. Donc on est allé à la bagarre pour aller chercher tous ces subventionnements. C'est une opération maintenant hyper équilibrée. Dans les études, on disait qu'il fallait qu'on obtienne plus de 60%, 65%, je crois, de subventions pour se dire économiquement ça tient la route. Et là, on est au-dessus de ce qu'on espérait. La gestion sera externalisée. C'est dans le cadre de notre marché d'entretien de chauffage avec la fourniture du bois par le prestataire. Et pour vous dire, elle est fléchée à autour de 50 euros actuellement pour être totalement transparent. Et Ok. le gaz est actuellement, je crois, à 90 euros. Donc Dans ces voilà, eaux-là. et si on fait, pour conclure, enfin, sans vouloir Si. conclure par moi-même, on se dit 70% d'économie, si on est à 50% de performance énergétique, enfin de diminution des consommations énergétiques sur les deux bâtiments qu'on a rénovés et qu'on est 2 fois moins cher économiquement, c'est indéniable, quoi. Ça Hmm. se discute même plus, là. Ok. Merci beaucoup, Christophe. Il y avait une question sur les économies annoncées sur la diapo précédente. Les économies annoncées, alors là, c'est celle qui a été estimée peut-être dans Par les rapport à la audits. rénovation, c'est vraiment par Ouais, rapport à donc la c'est vraiment par rapport à la rénovation. rénovation. C'est du mégawatt. On a La encore provenance quelques du bois, questions. toujours question. Donc, Oui, rapidement, Christophe, merci. c'est local et on a deux prestataires fléchés, CBB 35 et un prestataire de Verne. Donc, c'est du local. Et pour Ok. terminer, peut-être juste du coup, en lien avec ça, du coup, tu parlais des enjeux environnementaux, Olivier. Du coup, la mise en place en œuvre de cette chaufferie bois devra permettre une diminution des émissions de CO2 globales de 30% à compter de l'année prochaine. Merci Florian pour cette précision. Je retiens un mot d'introduction, Christophe, où tu as parlé de volonté politique exacerbée pour arriver à un projet comme celui-là. Merci beaucoup pour le témoignage. Si tu as accès à la liste de questions, je te propose d'y répondre directement dans le chat pour les personnes qui en ont encore. Et on va passer au sujet suivant et je vais laisser la parole à Elisabeth. Ah mince, pardon, j'ai oublié les 3 mesures concrètes. Je suis obligé de les donner quand même. T'es obligé, oui. Donc, dans les propositions de mesures concrètes qui peuvent être intégrées dans un programme municipal, on avait noté s'engager à lancer une étude de projet d'autoconsommation collective photovoltaïque à l'échelle de la commune. Bon, voilà, on l'a présenté très rapidement à travers la petite vidéo, mais il y a beaucoup d'avantages à mettre en œuvre ce type de système. Voilà, ça peut être une proposition. En lien avec le témoignage de Christophe, on peut aussi se fixer un objectif de production d'énergie renouvelable. Pardon, je confonds avec la 3. La deuxième, c'est se fixer un objectif de production d'énergie renouvelable par rapport aux consommations du patrimoine communal ou plus ambitieux par rapport aux consommations d'énergie à l'échelle de la commune. Et enfin, la troisième proposition, c'est de s'engager à engager une réflexion pour la mise en œuvre d'énergie renouvelable thermique sur au moins un bâtiment de la commune. Ça veut dire notamment mobiliser par exemple le fonds chaleur pour réaliser une note d'opportunité.
Boîte à outils, je passe rapidement. Je vous ai mis quelques ressources que vous pourrez retrouver dans un second temps. À toi, Elisabeth. Désolée d'avoir mangé un peu sur le Non, temps. mais t'inquiète, c'était très intéressant, donc pas de problème. Du coup, moi, je voulais vous faire un petit focus sur les énergies renouvelables, mais d'un point de vue des habitants, des citoyens. Alors, commençons déjà pour faire le pendant du fonds chaleur sur les bâtiments communaux ou d'entreprise. On a également la possibilité d'installer des équipements d'énergie renouvelable thermique au sein des logements. Et là, du coup, c'est le service d'Espace Conseil France Rénov qui intervient auprès des particuliers pour les conseiller. Alors, bien sûr, le conseil axe de manière prioritaire, pardon, sur la sobriété. Donc, comment on réduit le besoin et ensuite, comment ensuite on va chauffer confortablement son logement et de manière économique et écologique. Donc, bien sûr, on va retrouver tout ce qui est chaudière, bois, granulé ou bois bûche, les systèmes électriques comme les pompes à chaleur, donc en aérothermie ou en géothermie, et également tout ce qui est solaire, donc le solaire thermique, avec des panneaux qui sont installés sur le toit, qui viennent soit fournir l'eau chaude sanitaire, soit le chauffage d'une maison. Dans le cas du solaire thermique, pour le chauffage, il faudra prévoir aussi un appoint qui peut être très bien du bois ou alors une pompe à chaleur ou une chaudière gaz. Tous ces systèmes fonctionnent très très bien ensemble. On va passer du coup, si vous voulez, bien sur le volet photovoltaïque, qui est un gros sujet pour les particuliers. Des gros questionnements, notamment sur est-ce que c'est valable ou pas d'installer des centrales photovoltaïques en toiture sur sa maison, ou bien je vous inviterai aussi à découvrir les autres solutions techniques juste après. Donc les centrales photovoltaïques en toiture, aujourd'hui sur des installations de 3 kW crête, on va être sur des moyennes de 9 000 € installées par des professionnels RGE. Avec une moyenne de retour sur investissement d'à peu près 18 ans, notamment dû au nouveau tarif de rachat qui est à 4 centimes aujourd'hui pour les particuliers sur ce type d'installation. En général, sur ce type d'installation, on va viser 20% d'autoconsommation sur les consommations du particulier et ensuite le reste est revendu du coup en obligation d'achat. Alors forcément, c'est questionnant quand on voit le retour sur investissement de 18 ans et c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres solutions qui existent, qui permettent aux particuliers de s'inscrire dans une consommation électrique locale produite par le soleil. On va retrouver les panneaux plug and play, donc ce sont des panneaux individuels qui sont installés au sol ou sur des cabanons, ou voilà, ça peut être aussi sur des toitures plates. À noter que pour toutes les installations au-dessus d'1,80 m, il y a une nécessité de faire une demande préalable de travaux en mairie. Donc ces panneaux plug and play, ils sont plus économiques, ils sont en général entre 500 et 600 € le kit. Alors sans le support peut être fabriqué maison ou acheté également sur des sites spécialisés. Ce kit, il a pour vocation de couvrir le talon de consommation. Le talon de consommation, on est sur tout ce qui va être le frigo qui fonctionne en continu, la ventilation qui fonctionne en continu, les box électriques également. Et donc, le talon de consommation qu'on souhaite effacer avec ces panneaux plug and play, c'est bien sûr le talon de consommation qui est consommé lorsque le panneau produit, du coup, en journée. Il faut bien voir qu'un panneau, ça ne produit pas la nuit, forcément. Et donc, du coup, on ne peut pas être autonome avec des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est vraiment un message qui est important à refaire passer aux particuliers et voilà, qui demande à être bien appuyé.
Et ensuite, alors on a vu, 9 000 euros pour une installation avec un retour d'achat, un retour sur investissement de 18 ans, bon, c'est questionnant. Le talon de consommation, oui, mais bon, du coup, ça semble peut-être peu pour certaines personnes, même si ça permet de mettre le pied à l'étrier et de commencer à jouer un peu justement avec cette énergie solaire. Et autour, en fait, on peut aussi proposer aux citoyens de s'intégrer dans des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc là, je vous propose une carte, en fait, pour vous montrer que sur le pays de Rennes, euh, nous avons plusieurs collectifs citoyens qui existent. Donc, les Survoltés sur l'île d'Aubigné. Nous allons avoir Solène-sur-Vilaine sur le pays de Château-Giron. Sur Nifré Communauté, c'est un collectif qui est en train de se mettre en place, dont le nom n'est pas encore tout à fait définitif, donc il arrivera bientôt. Et enfin, Énergie du Pays de Rennes et Sirène sur le Pays de Rennes au global, et donc en soutien également des autres collectifs, notamment sur le volet PMO. Ces collectifs citoyens, en fait, ils ont une mission, ils se donnent une mission, c'est de développer des projets sur lesquels les citoyens peuvent venir financer des installations solaires sur toiture ou au sol, mais également des installations éoliennes, notamment sur le Val-d'Île d'Aubigné, pour permettre du coup une production locale d'énergie. Cette production locale, elle est soit revendue entièrement, donc on en a parlé jusqu'à présent, les tarifs d'achat étaient intéressants pour la revente totale, aujourd'hui c'est questionnant. Et du coup, il y a aussi un modèle qui s'appelle l'ACC. Oh, mais c'est rigolo, on en a parlé tout à l'heure dans une petite vidéo. L'ACC qui permet de consommer la production en local par des consommateurs locaux. Donc là, l'ACC patrimoniale qui peut être ouverte seulement aux bâtiments des communes dans le cadre de leur projet, mais également de l'ACC ouverte, pour le coup, qui peut être ouverte à la fois aux collectivités, mais également aux habitants et aux entreprises d'un territoire au sein d'une boucle. On appelle du coup ça des boucles d'autoconso qui vont être sur un périmètre entre 2 km et 20 km en fonction de la ruralité du territoire et qui permettent du coup d'acheter au prix d'une production d'énergie à un tarif qui est fixé pendant 15 à 20 ans, selon le modèle économique de la société citoyenne, et qui permet du coup, si tu veux bien passer sur la diapo suivante, euh, d'avoir du coup des retombées pour le territoire, à la fois en sécurisant le coût d'achat de l'électricité pour les personnes qui deviennent consommateurs de la boucle, mais également parce que ce sont des installations qui sont faites en local, selon des chartes de l'économie sociale et solidaire, donc avec des entreprises qui sont locales, avec une maintenance qui est locale et donc forcément qui profitent au tissu économique local avec de la création d'emplois euh, sur nos territoires. En retour d'expérience, du coup, par rapport à ce volet énergie solaire, l'ALEC propose des soirées énergie qui vont permettre du coup de faire de la communication et de la sensibilisation autour de ce que c'est le photovoltaïque, notamment, donc avec des ateliers qui permettent de découvrir les infos et intox du photovoltaïque, assez nécessaires aujourd'hui pour rassurer aussi sur la pérennité de la filière. Des ateliers qui permettent de simuler son projet individuel en toiture. Tout à l'heure, j'ai évoqué une moyenne de 18 ans de retour sur investissement. Bien sûr, ça dépend de la taille de l'installation, ça dépend de la consommation du ménage. Et tout ça, c'est possible de le simuler via AutoCalSol. Donc, on montre aux personnes comment utiliser AutoCalSol de manière individuelle. Euh, des ateliers également pour comprendre le fonctionnement des panneaux plug and play, et notamment ce talon de consommation, et donc avec des notions par rapport à réorienter la consommation électrique en journée.
pour maximiser du coup la consommation des panneaux. Et puis, bien sûr, on fait des focus sur les projets d'énergie citoyenne du territoire pour justement inciter les habitants à venir découvrir quel projet peut être développé, à quelles conditions et comment ils peuvent être intégrés au projet. Ensuite, alors là, c'est pour vous montrer un peu les affiches qu'on peut diffuser lors de ces soirées. Et ensuite, la LEC propose également du conseil photovoltaïque aux particuliers. Je parlais tout à l'heure d'Autocalsol. Ce conseil il est proposé lors des conseils en espace conseil France Rénov'. Et donc, on va pouvoir venir étudier des devis que les personnes peuvent avoir vers elles d'installation photovoltaïque. Ce conseil, il est important. Il permet justement de faire en sorte que les particuliers ne tombent pas dans des fraudes, en fait, dans des devis qui sont beaucoup trop onéreux par rapport à la valeur réelle d'une installation photovoltaïque. Euh, et bien sûr, bon, plus le coût d'installation est important, moins le retour sur investissement est intéressant. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment des questions qui sont importantes en termes d'alerte par rapport aux particuliers. Voilà, donc ça, c'est des visuels qu'on retrouve sur Autocalsol pour justement expliciter les choses. Peut-être quelques questions pour Oui, toi, Elisabeth. Une personne posait la question des batteries. oui. J'ai entendu parler de batteries individuelles qui permettent de stocker l'électricité produite par les panneaux solaires. Avez-vous des informations à ce sujet? Oui, alors aujourd'hui, le modèle d'installation photovoltaïque sur batterie est surtout préconisé pour tout ce qui va être site isolé, donc en montagne, éloigné du réseau. La batterie aujourd'hui, elle est encore assez onéreuse et elle demande une maintenance importante. Et donc, du coup, ça vient euh, amputer en fait aussi le retour sur investissement de l'installation. Donc aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont préconisées aujourd'hui. Ok, et Sur on a nos une question. territoires, toujours. On a une question sur la mise à disposition des toitures par une mairie pour, par exemple, un collectif de citoyens. Comment ça se passe, on va dire, financièrement et administrativement? Je traduis un peu la question, mais Oui, alors du coup, ça fait partie des mesures concrètes de proposer du coup la mise à disposition de toitures de bâtiments communaux à un collectif citoyen. Alors, pour être très transparente sur le volet économique, c'est pas quelque chose qui va rapporter à la commune financièrement. C'est souvent des mises à disposition symboliques à 1 ou 2 euros par mètre carré. Voilà, annuel. Donc, c'est vraiment très symbolique. Euh, euh, Après, pour la mise en œuvre concrète de la mise à disposition, ça passe par un AMI. C'est-à-dire que souvent, le collectif va vous approcher, il va avoir étudié les potentiels de production sur vos toitures, donc soit de manière individuelle, autonome, soit alors même vous pouvez solliciter votre conseiller CEP pour analyser cela. Et ensuite, le collectif va se positionner via un AMI pour vous dire, bah, moi, je suis intéressée pour pouvoir faire un projet sur votre toiture avec une mise à disposition selon des modalités qui restent à convenir entre vous. Voilà. À savoir quand même qu'il y a, même s'il y a des potentiels d'ensoleillement assez importants sur vos toitures, ce qui va aussi être regardé, ça va être la capacité de votre toiture à accueillir des installations photovoltaïques au niveau structurel. Parce que ça peut être vraiment un gros frein. Il faut que la charge des panneaux puisse être supportée par la toiture, par la structure de la toiture actuelle. De même, si c'est des toitures qui sont amiantées, ça induit des surcoûts qui sont vraiment très importants et qui peuvent venir nuire à l'équilibre du projet au niveau économique. Donc voilà, c'est des choses vraiment qui sont regardées au cas par cas sur chaque projet et sur ok. lesquelles vous pouvez vous faire accompagner par votre CEP aussi.
Ok, et on a Solène Carvois qui nous témoigne que ça se fait déjà sur la commune d'Assigné, par exemple, la mise à disposition d'une toiture. Si vous voulez prendre la parole pour en parler un petit peu, n'hésitez pas. Je considère que c'est non, du coup. On a une question sur le prix de revient du kilowattheure. Est-ce qu'on a une idée de combien est vendu le kilowattheure? Alors, peut-être que... Ah, vas-y, je te laisse répondre. Ou Florian, tu as peut-être des éléments aussi dans le cas des études ACC pour les collectivités? Non, je vais pas avoir l'info là comme ça. Ça va dépendre de la puissance installée. Le tarif d'achat est Alors corrélé là, à la puissance installée. Cédric, je ne sais pas si la question concerne le tarif d'achat ou si ça concerne le prix du kilowattheure qui est revendu finalement aux consommateurs de la boucle. Au sein de la boucle, Je pense que c'est ça plutôt. Bonjour. En fait, Bonjour. ma question concernait le mégawattheure en réseau technique de chaleur. Ah, Il y avait d'accord. une estimation. Et après, en effet, sur tout ce qui est ACC et photovoltaïque, j'étais intéressé d'avoir une notion en fait de ratio coût-investissement, prix de revente. Moi, j'avais en tête qu'on arrivait quand même à trouver des clients autour de 200 € du mégawatt actuellement sur les ACC, non? Oui, Entre 160 et 200 €. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, entre 150 et 200 euros du mégawattheure. Et si je prends l'exemple, il y a une boucle d'autoconsommation là, alors dans laquelle l'ALEC, les locaux de l'ALEC se trouvent d'ailleurs. Je crois qu'on est oui, autour de 16 ou 17 centimes du kilowattheure. Ok. Et du coup, dans le montage, par exemple, de cette opération, donc c'est Sirène qui a monté l'opération, et ben, du coup, il y a différents tarifs. Il y a aussi un tarif social. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, ceux qui peuvent payer le prix fort, entre guillemets, ils le font. Et ça permet d'avoir un prix plus faible pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, voilà, il y a différents montages possibles qui sont offerts aussi par rapport à ces solutions d'autoconsommation collective. Ok. Et on est toujours dans un périmètre de 2 km, hein, c'est ça, par rapport à l'installation? ça Alors, va dépendre des communes, en Ah, fait. Ça dépend de la Alors, catégorie INSEE si on de parle de la la commune. métropole rennaise, Oui, on est à 2 km. on est à 2 km. Après, il y a des choses qui risquent d'évoluer parce que en intégrant un SDIS, donc une caserne de pompiers dans la boucle, ça permet de pouvoir bénéficier automatiquement des 20 km élargis. Donc, c'est des choses qui sont regardées au niveau du SDE, voilà. SDE et CIR. Il y avait une question aussi sur le retour sur investissement sur les panneaux plug and play. Sur Oui, un panneau plug and play, on va être sur à peu près 5 ans de retour sur investissement. Donc, tout à fait raisonnable et intéressant. et je pense que c'est intéressant aussi de préciser un point. Quand on engage un projet d'autoconsommation collective avec à la fois une collectivité, potentiellement des entreprises, des particuliers, donc c'est ce qui est possible aujourd'hui. Vous vous posez peut-être la question, mais qui facture quoi à qui? Et du coup, Elisabeth a évoqué la PMO, donc c'est la personne morale organisatrice, qui a un rôle central par rapport à ça, qui va justement se charger de de la répartition, en tous les cas de la refacturation Mm. des kilowattheures produits aux différents consommateurs. Et aujourd'hui, donc, on a différentes structures qui peuvent, enfin, localement, on va dire, hein, qui peuvent assurer ce rôle. On a une structure qui s'appelle PART ENR, qui est portée par le syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, qui peut tenir ce rôle de personne morale organisatrice. Et on a aussi la Sirène, localement, qui peut également être personne morale organisatrice. Donc il y a des acteurs qui se sont positionnés sur ce rôle. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet de faciliter la mise en œuvre concrète de ces projets. Voilà, je vous propose de passer sur les mesures concrètes parce qu'il est déjà 13 heures. Oui, tout à fait. Donc, au niveau des énergies renouvelables vis-à-vis de vos habitants, citoyens, je vous propose d'organiser du coup des temps d'acculturation ouverts aux habitants, donc sous le format de soirée ou de matinée renouvelables, énergie renouvelable ou alors des visites aussi. Ça peut être des balades solaires dans les quartiers aussi pour découvrir les installations dans les quartiers.
Ça peut être également de proposer une aide à l'installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques aux particuliers. Notamment, la ville de La Île propose, le Val-d'Île d'Aubigné également. Ou alors encore, s'engager à mettre à disposition plusieurs toitures de bâtiments communaux pour un projet photovoltaïque citoyen. Donc, à signer à proposer ça, mais la ville de Brûle également, Saint-Herblain aussi, sur la nouvelle salle de sport qui est en construction. Rennes, avec les écoles à Rennes, notamment de la boucle dont Olivier a parlé, et plein d'autres communes encore qui sont sur les rails pour proposer des toitures à des collectifs citoyens. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 13h02, on arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, des remarques, des commentaires. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, ou à noter vos questions dans l'espace de conversation. Merci beaucoup, en tout cas. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Donc, vous retrouverez le replay et la présentation qui vont être mises à disposition directement sur le site internet de l'ALEC. Donc, vous serez informé quand ils seront disponibles. Et pour l'étirement final, dans cet enchaînement d'événements sportifs, l'étirement final aura lieu le jeudi 22 janvier, où on parlera cette fois d'adaptation et d'agilité face au climat. Donc un sujet également très important. Donc bah, écoutez, il me reste à tous et toutes vous remercier pour votre participation et on vous donne rendez-vous le 22 janvier sur le même créneau, 12h, 13h. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.